www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Notre invité est Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Merci. On rappelle le principe de cette émission. Vous avez devant vous plusieurs plaquettes qui contiennent pour certaines des questions, pour d'autres des expressions, des phrases que vous avez peut-être dites. Donc vous allez devoir les lire les unes après les autres et y réagir. On va commencer avec la première, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui explique l'évolution rapide de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? En quelques jours, offensive, victoire des forces armées sur les rebelles du mouvement M23. Mais la détermination, la volonté politique et une stratégie claire. Il vous souviendra que quand tout ceci a commencé, au mois d'avril 2012, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, avait promis au peuple congolais que cette fois-ci, on mettrait fin à cette rébellion. Et quand maintenant on a déclenché l'offensive militaire, qui était en fait une réaction à la dernière, je dirais, lancée des hostilités par le M23, nos forces étaient prêtes et elles ont accompli la tâche. Est-ce que vous souhaitiez qu'il y ait une offensive armée contre ces forces rebelles? Nous avions 3 options sur la table et nous travaillions parallèlement sur les 3 options. L'option politique, l'option diplomatique et l'option militaire. Donc, depuis le début, il était entendu que ce serait la convergence entre ces 3 options qui produirait le résultat escompté. La solution militaire n'a jamais été pour nous la solution privilégiée parce que nous savons que son coût est très exorbitant, aussi bien sur le plan humain que sur le plan matériel et financier. Nous aurions souhaité l'éviter. Nous sommes déterminés à ce que cette fois-ci, la paix à laquelle nous allons arriver soit une paix durable. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'à force de recycler les groupes armés, nous introduisons le germe de la division et de la rébellion au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. La quête suivante, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Les ex-rebelles ne seront pas réintégrés dans l'armée congolaise. Que vont-ils devenir? C'est ce que vous évoquiez juste avant. Ces messieurs, ils en sont à leur 3e ou 4e rébellion. Ils ont démontré, de par leur comportement, qu'ils ne sont pas faits pour servir sous les drapeaux. Il n'y a pas de raison qu'ils soient réintégrés. Il y a d'autres choses à faire en République démocratique du Congo. Est-ce que vous allez les prendre en charge? Le processus qui est en place prévoit que puisqu'ils ont porté les armes, nous n'allons pas permettre qu'ils se fondent dans la nature. Il faut qu'ils soient soumis au processus de cantonnement, de désarmement et de démobilisation en vue de leur réinsertion sociale. Exactement. Cependant, donc comment ça va se passer? Parce que ces personnels ne peuvent pas être lâchés dans la nature. Cependant, il est important que les personnes vulnérables parmi ceux qui sont compromis dans la rébellion, les jeunes qui ont été recrutés de force, les femmes qui se sont retrouvées circonscrites, ces personnes-là, il est important que nous puissions aider à leur réinsertion. Et dans les limites de ce que permettent l'équité et la démocratie, les autres aussi. Donc une fois qu'ils seront désarmés, les plus fragiles, vous nous disiez, seront éventuellement réintégrés et les autres... Il y aura des opportunités de reclassement pour la plupart de ces gens, pour peu qu'ils veuillent faire autre chose. Est-ce que vous allez continuer, monsieur le ministre, à dialoguer avec ces rebelles? Nous devons être à l'écoute de leurs propositions. De ce point de vue-là, nous serons en contact avec eux, nous serons en dialogue avec eux. Mais les pourparlers qui se sont ouverts à Kampala il y a quelque temps sont appelés à être clôturés. Il n'y a plus de sujets en discussion. Toutes les questions qui étaient en discussion ont été réglées. Nous savons... Est-ce qu'elles ont été réglées? Quelle sera la procédure pour conclure le processus? Nous allons là-bas pour mettre ce qui avait été convenu en marche, c'est tout. On pourrait craindre d'éventuelles formations d'autres groupements rebelles? Madame, nous sommes un pays démocratique et je n'en connais pas beaucoup dont nous sentirions, face auxquels nous nous sentirions un peu frileux sur le terrain de la démocratie, qu'il s'agisse de la liberté d'expression ou de toutes les autres libertés politiques. Vous n'avez qu'à regarder la composition du Parlement congolais et de voir la forte représentation de l'opposition. Vous n'avez qu'à regarder le paysage médiatique congolais qui est un des plus divers du continent africain. Je n'en connais pas beaucoup qui soient comme ça. Dans un pays comme celui-là, il n'y a pas de raison
quelles que soient les revendications que l'on ait, on n'y a pas de raison de prendre les armes. La République démocratique du Congo est un exemple en matière de démocratie? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit simplement que, vous savez, la démocratie est une quête permanente. Nous y travaillons au quotidien, nous essayons d'améliorer chaque jour. Même dans des pays dits de vieille démocratie, comme la France, la Belgique et les autres, on continue chaque jour à travailler à l'approfondissement de la démocratie. Donc, nous savons sur le continent africain, par exemple? Non, mais sur le continent africain, moi, je n'ai pas envie de me comparer la République démocratique aux autres États. Je constate simplement que nous n'avons pas, je dirais, à nous sentir gênés en quoi que ce soit au regard du chemin parcouru. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Oui, la donne est en train de changer dans la région des Grands Lacs. Vous avez reconnu vos propos? Oui, je sais que je l'ai dit et j'en suis convaincu. La donne est en train de changer. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a fait changer? Qui l'a fait changer? De plus en plus, la loi internationale est en train de retrouver droit de cité. Et pendant longtemps, elle a été violée impunément. Et je dois dire que cette fois-ci, la voix du Congo a été entendue. La communauté internationale s'est mobilisée et nous sommes arrivés à la signature de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Signature qui a eu lieu le 24 février 2013 à Addis Abeba. Vous aviez beaucoup à reprocher aux pays, d'ailleurs aux pays environnants. De la région, oui, de la région. Et nous avons encore beaucoup à reprocher. Ah oui, absolument. Et vous reprochez beaucoup aux autres. Malheureusement, nous avons signé l'accord. Mais comme le chef de l'État l'a fait remarquer, le mécanisme régional de suivi de la mise en œuvre de ces accords s'est réuni 2 fois. Et les 2 fois, le seul pays qui a fait rapport des efforts qu'il fait pour respecter les engagements qu'il a souscrits au plan national et au niveau régional, c'est la République démocratique du Congo. On n'a pas entendu les autres pays s'exprimer là-dessus. Est-ce que vous avez beaucoup à reprocher à ces pays? Est-ce que vous n'avez rien à vous reprocher? Est-ce que la République démocratique du Congo n'a aucune part de responsabilité dans ce qui se passe? Mais écoutez, vous pensez bien, madame, que s'il y avait la moindre preuve contre la République démocratique du Congo, certains de nos voisins n'hésiteraient pas à les brandir. Je reconnais qu'il y a sur le sol congolais des groupes d'origine étrangère. Ces groupes n'ont pas été invités par la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas été créés par la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un pays dans la région qui ait fait autant que la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'existence de groupes de forces négatives. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, il y avait plus de presque 8000 éléments des FDLR en République démocratique du Congo. De l'avis des Nations Unies et de tous les experts internationaux, ce groupe a été ramené autour de 1500. C'est le résultat du travail de qui? Essentiellement des forces armées de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo fait des rapports que les autres pays ne font pas, lutte contre les forces rebelles, ce que les autres pays ne font pas. Donc vous êtes un exemple dans la sous-région? Notre préoccupation n'est pas d'être un exemple. Notre préoccupation, c'est de nous comporter conformément à nos valeurs et à la loi internationale à laquelle, en tant qu'État responsable, nous sommes astreints. Point à la ligne. Maintenant, que les autres le fassent ou ne le fassent pas, c'est leur responsabilité. On sent dans vos propos tout de même de l'amertume vis-à-vis de ces autres pays-là. On sent que la voie, vous dites qu'elle est bonne, mais elle ne semble pas si bonne que ça. Il est important que chacun tienne sa part des engagements souscrits. La République démocratique du Congo le fera certainement, mais nous exigerons que les autres le fassent. Je tiens entre les mains la question Joker, la dernière question de cette émission. La diplomatie de la République démocratique du Congo, comment se porte-t-elle? Je pense qu'elle se porte aussi bien que la République démocratique du Congo se porte de jour en jour. Vous savez, la diplomatie est le reflet de l'état de santé d'un pays. Le fait que la République démocratique du Congo semble retrouver de la crédibilité et ses lettres de noblesse sur le plan international, c'est le fruit d'un travail soutenu qui a été fait depuis que le président Kabila est arrivé au pouvoir en 2010. C'est par qui en particulier? Vous êtes le chef de la diplomatie. C'est par vous? Madame, comme on dit, nous qui arrivons aujourd'hui, nous nous tenons sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. S'il n'y avait pas eu ce travail de reconstruction de l'unité du pays, ce travail de reconstruction physique du pays lui-même, cette performance économique, on n'aurait pas aujourd'hui accordé beaucoup plus de crédit à ce que dit la République démocratique du Congo. Sur quoi misez-vous pour redorer l'image de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, un chef qui a une parole.
Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il est arrivé, il a dit au peuple congolais, le pays est divisé, je vais le réunifier. Il l'a fait. Le pays a été sous la dictature. Le Congo est réunifié. Ah oui, il est réunifié, madame. Il est réunifié depuis la fin du dialogue intercongolais. Le fait que sur une petite portion de notre territoire, il y ait un groupe rebelle ne signifie pas que le pays est divisé. Et bon, ensuite, il a dit que notre pays avait vécu pendant longtemps sous la dictature et qu'il était temps de rétablir la démocratie. Il l'a fait. Donc, vous parlez de démocratie alors que même l'élection de ce président, du président Joseph Kabila, a été remise en cause et remise en question, notamment par l'opposition de votre pays. Madame, citez-moi un seul pays africain où une élection se déroule et il n'y a pas de remise en question par l'opposition. Vous ne souhaitiez pas tout à l'heure qu'on compare le Congo à d'autres pays africains, donc ne le faites pas maintenant. Je vais simplement dire que nous fonctionnons dans un environnement qui a sa culture. Et celle de la contestation systématique du résultat des élections est ambiante sur notre continent. Donc le fait que l'opposition proteste ne veut pas nécessairement dire qu'elle a raison. Elle est virulente en tout cas de votre pays. Au-delà de ça, les autorités congolaises ont été les premières à reconnaître que les élections dernières auraient pu être mieux organisées. Vous savez, madame, on entretient sur la base d'un passé que tous nous regrettons beaucoup de clichés sur la République démocratique du Congo qui ne correspondent pas au Congo que tous nous connaissons aujourd'hui. Vous vous souviendrez de tous les combats qui avaient été menés à la veille du sommet de la francophonie pour empêcher que les chefs d'État des pays francophones n'aillent au Congo. Ceux qui critiquent la gestion du Congo ne souhaitaient pas que ces hauts responsables aillent au Congo et se rendent compte de leurs propres yeux que la plupart des choses qui sont racontées. Et pourtant, on avait entendu aussi des membres de l'opposition déclarer que, par exemple, Kinshasa avait été paré de ses plus beaux atours, mais que si l'on grattait un peu la peinture, ce qui était derrière était beaucoup moins beau à voir. Madame, quand est-ce que vous êtes allée au Congo la dernière fois? La question ne se pose pas, monsieur le ministre. Écoutez, parce que j'aimerais que vous passiez voir. Et ensuite, on en reparlera. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette interview. Merci à vous. On rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie en République démocratique du Congo. Je vous remercie, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. À bientôt. C'était l'interview. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.